Bon, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. À quoi les Africains doivent-ils s'attendre avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir? Parce que là, j'écoute beaucoup de spéculations venant des Africains depuis que Donald Trump a été élu. Beaucoup pensent que Donald Trump va faire du bien en Afrique. Quand j'écoute ça, je ris seulement. Mais c'est un rire très amer. C'est un rire noir. Parce que je ne comprends pas les Africains. Ils pensent toujours que le changement de leur destin viendrait plutôt d'une autre personne. Aujourd'hui, leur espoir se repose sur Donald Trump. Alors que Donald Trump a déjà été au pouvoir en 2020, ils oublient cela. Et je vais dire en 2016. Il a perdu les élections en 2020 et le voici, il est revenu en 2024. Et certains Africains continuent toujours de penser que Donald Trump pourra changer leur destin. On leur pose la question de savoir qu'est-ce que Donald Trump pourra faire pour changer leur situation économique. Ils vont nous dire, non, Donald Trump va mettre fin à la guerre en Ukraine, ça va changer notre situation, il va mettre fin à la guerre dans le Moyen-Orient. Mais en quoi cela nous concerne? Donc, vous croyez qu'un Donald Trump va prendre des décisions géopolitiques, même géostratégiques, pour changer le quotidien des Camerounais en Afrique? Alors que nous avons un Donald Trump qui prône le protectionnisme. Les Africains ne veulent pas comprendre. Vous avez un Donald Trump qui dit plus que jamais, il est là pour défendre les intérêts des Américains, uniquement des Américains, même pas des Européens. Les Africains ne comprennent pas cela. Ils nous disent aujourd'hui que Donald Trump va changer la situation parce que les Africains veulent toujours, on pense toujours que les pays frères ou pays amis existent. Ils pensent que Donald Trump peut changer leur situation. Je ne comprends pas. Et vous avez les turfeurs du régime, M. Biya, qui nous disent comment l'inflation pourra diminuer sous Donald Trump, l'inflation qui est en Afrique. Mais le régime de M. Biya a toujours trouvé des excuses à tout problème. Il ne s'est jamais questionné. Ce régime pense avoir la science infuse. Il ne se pose pas la question pourquoi est-ce que le Cameroun, qui était un pays à revenu intermédiaire, sous Amadou Ahidjo, est devenu subitement un pays très pauvre, très endetté. Ils ne se posent pas de questions. Ils font toujours appel à la conjoncture internationale pour justifier leur échec. On va leur poser la question pourquoi le Cameroun est rentré au FMI 5 ans seulement après la cession de M. Biya au pouvoir et, même après, quand on a atteint le point d'achèvement, 20 ans après, nous sommes encore retournés au FMI. On leur pose la question, quelle est la raison derrière? Ils nous disent toujours que ce sont des conjonctures internationales, que c'est parce que... nous leur posons la question de savoir pourquoi il y a pénurie du carburant au Cameroun. Ils nous disent que c'est la conjoncture internationale. Pourquoi il y a l'inflation? C'est la conjoncture internationale. Pourquoi il y a flambé des prix, que ce soit du carburant, mais des produits de première nécessité en général au Cameroun, c'est la conjoncture internationale. Le régime M. Biya trouve toujours des excuses. Alors que ce régime, c'est un régime incompétent. Comment comprendre? Je vais vous donner juste 2 exemples pour illustrer ce que je suis en train de dire. En 42 ans de pouvoir, le régime M. Biya n'a jamais pensé à construire des raffineries. C'est-à-dire que le Cameroun ne peut pas se bomber le torse aujourd'hui d'être un producteur de carburant. Nous sommes tout simplement un producteur de matières premières, du pétrole brut. Et nous sommes obligés d'envoyer ce pétrole brut en France pour qu'il soit transformé. Et c'est quand la France le transforme qu'il nous le revend sous forme de carburant. Mais quand il nous le revend, nous le revend beaucoup plus cher, 10 fois plus cher, parce que c'est quand on transforme un produit industriellement qu'on y produit de la richesse parce qu'il y a de la valeur ajoutée qui s'augmente. Et la France, je veux dire que les pays occidentaux ont compris ça. Donc les pays occidentaux, pendant 40 ans, ont toujours transformé notre pétrole brut pour nous le vendre sous forme de carburant. Et le régime, M. Biya n'a jamais pensé à construire des raffineries. Alors que nous avons l'expertise, il pouvait s'appuyer sur les experts de la diaspora pour le faire. Nous avons, je vais dire, le Cameroun s'est endetté.
et ce de manière significative, nous pourrions nous endetter pour construire les raffineries parce que c'était un investissement pour lequel on pouvait facilement rembourser. C'était quelque chose valable de le faire, de s'endetter pour pouvoir rembourser. Mais l'argent même qui est récupéré je vais dire, de la vente du pétrole brut, où est-ce qu'il est mis? Cet argent finance les voyages de Monsieur Bia en Occident, qui se pavane dans les hôtels partout, le plus souvent accompagné d'une suite pléthorique. Voilà c'est à quoi sert l'argent du carburant. Je veux dire l'argent du pétrole au Cameroun. Donc vous comprenez que sur cette base, comment le Cameroun peut-il se gargariser d'être un pays souverain? Sans la souveraineté énergétique, il pense à quoi? Nous appuyons encore sur l'Occident pour avoir du carburant, alors que nous avons la matière première à la maison. Si ce n'est pas du cynisme, c'est de l'incompétence criarde. Ça, c'est seulement un premier exemple. Vous comprenez pourquoi souvent au Cameroun, il y a flambé des prix. Et même là encore, le régime M. Biya a toujours en profité parce que souvent, ils vont vous dire qu'il y a baisse de coût de pétrole. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas assez de recettes et ils vont trouver des excuses. Mais entre-temps, le prix du carburant au Cameroun ne diminue pas. Quand il y a augmentation du coût du pétrole au niveau mondial, international, la recette augmente, mais le plus souvent, ils vont en profiter encore pour augmenter le prix du carburant sur le marché. C'est-à-dire que et tout cet argent est récupéré, l'argent du contribuable camerounais, pour financer la belle vie, la vie à la princesse du régime de M. Biya. Voilà ce qui s'est passé depuis 42 ans. Et voilà des gens qui disent que M. Biya, c'est un panafricaniste. Alors que le professeur Maurice Kamto veut empêcher notre pays de passer encore sous les fourches codines du FMI et même de ces pays occidentaux sur lesquels nous avons basé toute notre dépendance énergétique. Alors, ça c'était un premier point. Le deuxième point, qui est encore beaucoup plus important et que personne ne peut comprendre, parce que déjà, sur l'affaire énergétique, personne ne peut comprendre cela, mais le deuxième point est encore quelque chose de tragique. Alors, comment pouvons-nous comprendre qu'aujourd'hui, nous attendons encore que la guerre prenne fin en Ukraine pour qu'il y ait baisse de prix sur le marché, de baisse de prix de la farine de blé sur le marché? Sous Amadou Ahidjo, devrais-je vous rappeler que nous étions capables de produire du blé dans le Grand Nord parce que nous avons un climat pour cela, un climat tempéré qui nous permet de produire du blé chez nous, je veux dire, de cultiver le blé chez nous. Parce qu'on ne compte pas de la farine de blé, hein. Là, maintenant, nous devons compter sur le bon vouloir de la Russie et de la Chine et de l'Ukraine, parce que vous savez bien sûr qu'il y a la guerre là-bas, et quand il y a la guerre, la logistique coûte beaucoup plus cher, la production baisse, et la conséquence de ça, c'est que les produits vont nous arriver plus tard, et les produits vont être beaucoup plus coûteux. C'est la raison pour laquelle la farine de blé coûte beaucoup plus cher aujourd'hui sur le marché. Et c'est le Camerounais lambda qui souffre parce qu'il n'a plus accès à ces produits de première nécessité. Le régime M. Biya n'a rien fait pour juguler ce problème-là. Alors que sur Amada et Joe, nous cultivions déjà le blé. Tout ce qu'il avait à faire, c'était d'augmenter la surface des terres cultivables et de mécaniser notre agriculture pour que nous ayons non seulement l'autonomie alimentaire, mais que nous nous positionnions aussi, que nous nous mettions aussi en position de pouvoir exporter nos produits agroalimentaires. Mais le régime a refusé de le faire. Ce régime est incompétent. Voilà deux petits éléments qui pouvaient normalement nous positionner à un niveau beaucoup plus haut par rapport aux autres pays africains. Parce que si nous sommes capables d'exporter de la farine de blé, si nous sommes capables d'exporter, d'avoir l'autonomie énergétique
je veux dire, d'en produire notre carburant et de pouvoir satisfaire la demande nationale et d'exporter l'excès qui nous reste, nous pourrions déjà booster notre budget, augmenter notre budget de manière significative. Mais le régime de M. Biya, coutumier des faits, est resté dans l'autarcie, dans le consumisme, dans la gabégie. Tout ce le peu qu'on vend, je vais dire que le peu d'argent qui vient de la vente du pétrole est consommé, est capté par un groupuscule. Voilà ce que ce régime nous a servi pendant 42 ans. Aujourd'hui, ils attendent encore le bailleur de fonds parce qu'ils pensent que notre dette va encore être effacée. Parce que quand notre dette avait été effacée, dois-je vous rappeler que le régime M. Biya avait commencé avec la farandole, avec les fêtes tous les jours. C'est ainsi que nous sommes encore retournés au FMI. Parce que au lieu de serrer la ceinture, au lieu de diminuer le train de l'État, le régime de M. Biya s'est lancé dans la consommation à outrance, en faisant des fêtes tous les jours, en laissant ses amis voler, en laissant les réseaux se constituer, en détournant l'argent public. Voilà ce que ce régime nous a servi. Nous avons l'opportunité en 2025 de mettre fin à cette saignée. 2025 nous donne cette opportunité. Nous avons le professeur Maurice Kamto, qui est un homme qui n'a jamais volé même un clou. C'est-à-dire que son petit passage au gouvernement, c'était de nous donner Bakassi. Quand il est ressorti, le régime a sorti, a cherché à l'incriminer. Ils n'ont jamais trouvé de preuves matérielles pour le jeter en prison, comme ils l'ont fait avec avec les autres. Ils ont cherché, ils ont fouillé, ils n'ont rien trouvé parce que c'est un monsieur propre, c'est un monsieur juste, c'est un monsieur qui a toujours été respectueux de la chose publique. Donc c'est un monsieur dont sa probité morale ne fait l'objet d'aucun doute. Alors, ce n'est pas tout. C'est un monsieur compétent. Compétent parce qu'il a eu à gérer des grands dossiers. Il a géré Bacas, nous avons vu des résultats. Il a géré des grands dossiers dans d'autres pays africains, nous avons vu des résultats. Ces pays lui ont décerné les médailles. Même au Cameroun, il a reçu la médaille. Donc, je vais dire que c'est un monsieur qui a toujours été au service du peuple camerounais et du peuple africain. C'est un monsieur qui a toujours été travailleur. C'est un travailleur acharné. Je veux dire, à l'heure que nous parlons, il est en train de peaufiner son programme de gouvernance, celui qui va présenter au peuple camerounais le moment venu. Et les autres sont en train de dire, les autres sont dans des incantations. Les autres sont en train de se préparer plutôt à voler les élections. Ils cherchent des stratagèmes pour pouvoir détourner la